Puis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va pas loper l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossellettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ossellettes du Saint-Manté. Ce vieillard clochardisé dans ce jardin en broussailles, cet homme voûté qui traverse à pas compter ce décor misérabiliste, est incontestablement l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature. L'un des plus admirés en même temps que l'un des plus détestés. Redoutable de parler de cet homme, car l'évoquer, c'est s'exposer à l'outrance, la subir comme y succomber. D'emblée, en octobre 1932, avec son premier ouvrage, Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline accomplit l'impossible miracle de l'intrusion du langage parlé dans le langage écrit et signe un de ces temps forts littéraires dont il n'existe peut-être pas plus de 3 ou 4 exemples. Roman d'une ampleur incomparable, paraissant écrit sous l'empire d'un effroi compassionnel en réponse à une condition humaine ballottée entre le tragique et le dérisoire, Voyage au bout de la nuit est la révélation d'une écriture à l'image de son auteur, jamais apaisée et comme lui, tout aussi hallucinée. Je suis né à Courbevoie-Seine, Rampe-du-Pont, le 27 mai 1894. La Seine a gelé. Ma mère crachait le sang, de misère, il faut le dire. Elle a vécu 74 ans. Elle était ouvrière dentelière. Elle est morte aveugle. On a toujours été bien travailleurs dans ma famille, et bien cons. Et votre père? Mon père était correspondancier, parce qu'il était licencié SLET, mon père. Et alors mon père avait des prétentions littéraires, il les avait d'ailleurs. C'était un homme lettré. Oui, voilà. Et de Courbevoie, vous êtes allé où? Je suis allé passage Choiseul. Et ce qui est le plus beau, c'est que le passage Choiseul, à cette époque-là, était au gaz. Ce qui fait qu'il y avait 360 becs de gaz qui marchaient à partir de 14 du soir. On était dans le gaz, j'étais élevé dans une cloche à gaz. J'ai vécu dans la panique de l'odeur. Chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi? On faisait une lessiveuse de nouilles. Parce que la nouille est le seul aliment, vous parlez justement d'une gargote, le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur. Donc il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien. La nouille. Passage Choiseul, il n'y a pas beaucoup de spectacles de la nature. Ah, il n'y en a aucun. Alors, un petit gosse de Paris connaît peu la nature, le ciel, l'air pur. Enfin, comment avez-vous découvert la nature? Au cimetière, pour aller voir la tombe de ma grand-mère, quand elle est morte, au cimetière, et puis au Square Louvain, parce que c'était mon école. Vos parents vous destinaient à quel métier? L'ambition de ma mère, c'était de faire de moi un acheteur des grands magasins. Il n'y avait pas plus haut dans son esprit. Et quant à mon père, il ne voulait pas que je fasse des études parce qu'il trouvait que c'était la misère. Il le voyait puisqu'il en était dedans. Passé le certificat d'études, Louis Détouche est garçon de course chez des joailliers parisiens. En septembre 1912, à 18 ans, il devance l'appel et s'engage pour 3 ans dans l'armée. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Dans le voyage au bout de la nuit, Oui. votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique militaire. Zéro, non, ça c'est l'imagination. Vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident? J'avais un certain goût aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors c'était toujours l'histoire de... Je voyais ça flamboyant. Le cuirassier de Reichshoffen, ça me paraissait quelque chose de très brillant. C'était l'homme tank de l'époque, c'était un tank. Votre héros du voyage par la nuit découvre la guerre par la peur. On a dit de vous que vous n'étiez pas courageux. Est-ce que vous avez peur de la mort?
Oh putain, maintenant, voyons, ça serait un soulagement. Non, je parle à cette époque. À cette époque-là. Ah, j'avais des raisons encore de vivre, n'est-ce pas? J'avais pas l'instinct qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fous, je me tout de suite devant tout le monde, ça fera bien dans la caméra. Mais ça, à ce moment-là, j'avais encore des illusions. Pas des illusions, mais l'instinct de vivre. Ces illusions, justement, il les perd vite. Août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Quelques semaines plus tard, le maréchal des logis Louis Détouche, volontaire pour une mission de liaison, est blessé au bras droit. Il est cité à l'ordre de la division et reçoit la médaille militaire. L'Illustré national lui consacre sa 4e page de couverture. La guerre, sa guerre, lui inspirera les premières pages du Voyage au bout de la nuit, qui forme un des plus violents réquisitoires jamais prononcés contre son absurdité. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs, comme ceux des loups. On allait toucher les filles après l'école dans les bois d'alentour, et on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. En effet, ça ne pouvait pas continuer. Adieu l'armée, adieu la guerre, adieu l'Europe, bonjour l'Afrique. Nouvel engagement, mais cette fois-ci avec la compagnie forestière Sangaou Bangui, comme surveillant, puis gérant de plantation au Cameroun. C'est la découverte du colonialisme qu'il dénoncera plus tard, toujours dans Voyage au bout de la nuit, en des pages d'une exceptionnelle férocité à l'égard de la société blanche. Moins d'1 an après son arrivée, il est rapatrié sanitaire. Retour en France, il trouve à s'embaucher à la Fondation Rockefeller comme conférencier sur la prophylaxie de la tuberculose. En compagnie d'un marionnettiste, il sillonne la Bretagne pour porter la bonne parole hygiéniste. Il reprend seul ses études, passe à la suite les 2 baccalauréats, se marie, est rapidement père d'une fille et s'inscrit à l'école de médecine de Rennes. Quatre années encore et il soutient sa thèse de médecine à Paris, moins scientifique que littéraire comme il était souvent d'usage à l'époque, consacrée à Semmelweis, médecin juif hongrois qui découvrit un siècle auparavant l'origine de la fièvre puerpérale. Les études, une fois reprises, les examens, je les ai passés, AU, à la DIA, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue, la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture. Désormais médecin, reste à Louis-Ferdinand Auguste Détouche d'aborder l'ultime degré de sa métamorphose, entrer en écriture. Mais avant, sous les auspices de la section hygiène de la Société des Nations, le docteur Détouche frénétiquement, comme s'il voulait tout voir pour mieux tout raconter et tout raconter au plus près, voyage. De Genève où il s'est installé, il retourne plusieurs mois en Afrique, sillonne l'Europe, découvre les États-Unis en abordant New York. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas. Non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. Retour à Genève où l'attend une rencontre décisive avec Elizabeth Craig, une danseuse américaine, l'impératrice comme il la surnommera, l'une des 2 femmes qui comptera dans sa vie.
celle à qui il dédiera son voyage au bout de la nuit qu'elle verra naître. Le voyage, justement, il est peut-être temps de s'y mettre, mais pas de front, en biaisant en quelque sorte, car rarement entreprise littéraire fut plus périlleuse et plus gigantesque. Comme pour l'éluder une dernière fois, il entreprend la rédaction d'une pièce de théâtre, L'Église. Il en dépose le manuscrit à la NRF. Premier rendez-vous manqué. La NRF refuse de le publier. Quelques mois plus tard, nouveau refus pour sa thèse sur Semmelweis. Genève, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, Clichy, Paris, des trains, des bateaux, des départs, des retours. On dirait qu'il fuit le 98 rue Le Pic où, après avoir quitté son appartement de Clichy, il a emménagé. Clichy où il a fait enregistrer son diplôme de médecin et où il ouvre un cabinet de médecine générale. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque. Soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'ils ont répondu, il a déposé son diplôme, c'en est un. Alors, il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, après dit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà beaucoup trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. Pourquoi vouliez-vous être médecin? Ah ben ça c'est simplement, j'ai la vocation. Par respect de la vie humaine, par pitié pour les hommes Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'ai pratiqué la médecine, bien 35 ans maintenant, et il me faisait plaisir de guérir un rhume de cerveau, de soigner une varicocèle, de m'amuser avec une rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas? Je le suis. Est-ce la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous intéresse? Ah non, la souffrance de l'homme. Je dis, s'il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et il va se venger, et puis c'est pas la peine, il se trouve bien, bon, très bien, qu'il aille mieux, quoi, voilà. Il est vite fermé, le cabinet de médecine générale, mais le docteur Détouche ne quitte pas Clichy. Il tient une consultation quotidienne au dispensaire municipal du 10 de la rue Fanny. Et le reste du temps? Le docteur Détouche écrit. Le soir, la nuit, le dimanche. Partout, dès qu'il peut se poser un instant, il écrit, comme en transe. Sous le regard effaré d'Elizabeth Craig, il arrache 80 000 pages à la nuit, aux insomnies, aux bourdonnements d'oreilles. Oui, 80 000 pages extorquées à la rage, à l'angoisse, au souvenir, à la peur, volées à la médecine, empruntées à la mort. 80 000 pages de douleur, d'ironie, d'amertume, de sarcasme. 80 000 pages raturées, barrées, corrigées, recommencées. L'ouvrage accompli, il transporte lui-même son manuscrit chez une dactylo avec une brouette. On est au tout début d'avril 1932. Le docteur Louis Détouche dépose son pavé à la NRF. 900 feuillets dactylographiés. De quoi épouvanter n'importe quel éditeur. 29 juin. Monsieur, depuis 2 mois et demi, vous avez en lecture mon manuscrit « Voyage au bout de la nuit ». Je vous serai très obligé de le remettre à ma disposition. N'ayant pas reçu de réponse, j'ai accepté la proposition d'un autre éditeur. Je vous prie d'agréer, etc. Louis-Ferdinand Détouche. Ratage grandiose pour Gaston Gallimard. Après Proust, Céline. Décidément, la prestigieuse NRF n'a pas toujours la main heureuse. Au 19 rue Amélie, l'habile éditeur qui a accepté sans barguigner de publier Le Monstre s'appelle Robert de Noël. Ce jeune Belge entreprenant, associé à Bernard Steele, un juif américain, n'en est pas à son coup d'essai. C'est lui qui a publié avec succès Hôtel du Nord d'Eugène Dabitte. Un soir, en rentrant du théâtre avec sa femme, il a fait comme d'habitude, il a dépouillé le courrier du soir pendant que sa femme allait se coucher. Et il y avait 2 ou 3 manuscrits, il en arrivait tous les jours. Il avait l'habitude de feuilleter toujours les manuscrits. Et il y en avait un énorme, il feuillette, et dès la première page, il
est empoigné, il reste là, il a passé la moitié de la nuit, le reste de la nuit à lire une partie du manuscrit. En allant se coucher, il dit à sa femme, tu sais, j'ai trouvé un manuscrit formidable. Dès le lendemain, de Noël adresse un pneumatique à son auteur, le rencontre aussitôt et lui annonce sa décision de publier immédiatement son ouvrage. D'accord, mais une condition, l'anonymat. Le docteur Détouche ne veut surtout pas voir révéler sa véritable identité. Son ours, comme il surnomme son manuscrit, sera publié sous le prénom de sa grand-mère, Céline. 15 octobre 1932, Voyage au bout de la nuit paraît en librairie. Tout l'automne 1932, c'est le choc. Critiques et publics se jettent sur ce Voyage au bout de la nuit, l'analysent, le rejettent, le reprennent, le décortiquent, le piétinent, l'encensent, le fustigent, le vomissent, l'adulent, souvent le tout ensemble. La gauche s'enthousiasme pour ce nouveau venu. Dans l'Humanité, Paul Nizan salue l'apparition d'une œuvre considérable, d'une force et d'une ampleur à laquelle ne nous habituent pas les nains si bien frisés de la littérature bourgeoise. L'adhésion des intellectuels de gauche, cependant, n'est pas entière. Si Trotsky constate que Céline est entrée dans la grande littérature comme d'autres pénètrent dans leur propre maison, il n'en déplore pas moins. Dans le livre de Céline, il n'y a pas d'espoir. Le pessimisme célinien rebute la gauche car Céline ne croit pas à la révolution. Méfiance. La droite, de son côté, veille à ne retenir que la seule dimension littéraire du roman, mais paradoxalement en rejette l'expression qu'elle juge tout à la fois grossière, argotique, nihiliste. Georges Bernanos, dans Le Figaro, croit devoir mettre en garde un public qui risque de prendre au dépourvu un livre dont aucun homme sensé recommandera la lecture à sa femme et encore moins à sa fille, y décelant cependant comme à regret une œuvre extraordinaire comparable au déroulement du flot dans la nuit noire. Le malentendu littéraire et politique est né. C'est ainsi que dans une confusion sans équivalent, naissent à la littérature un auteur et un livre qui vont à jamais marquer leur temps, au point qu'il y aura désormais un avant et un après Céline, un avant et un après Voyage au bout de la nuit. Est-ce qu'en écrivant Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, et c'est cette phrase d'un château l'autre qui me fait croire, en écrivant Le Voyage au bout de la nuit, vous avez pu croire écrire ce livre, je dirais presque impunément, enfin sans penser aux conséquences. Absolument sans conséquences. Je croyais qu'on y prendrait un petit intérêt, comme on prend un intérêt à lire une nouvelle, une petite un journal, et puis que, ayant vendu suffisamment de ce petit livre, Le Voyage au bout de la nuit, eh ben, je retournerai à ma médecine tranquillement, avec un appartement dont je n'aurais pas besoin de payer le terme. Parce qu'à ce moment-là, encore, on avait la hantise du terme. On ne l'a plus, puisqu'on n'en paye plus. Mais enfin, j'avais la hantise du terme que j'avais hérité de mon enfance. Et j'ai toujours eu les gens hantés par le terme. J'ai dit, ce serait une hantise de moi. Alors, voilà, c'était pour ma tranquillité que j'ai écrit Le Voyage au bout de la nuit. Et certainement pas ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Le contraire. Et donc, à ma grande surprise, et elle dure encore, figurez-vous. C'est la même. Oui, je crois être encore surpris par ces retentissements. Le gros mensonge que voilà. Car lorsque Céline dépose son manuscrit à la NRF, dans une note qui l'accompagne, il annonce sans détour: Ce voyage au bout de la nuit est un récit romancé, dans une forme assez singulière et dont je ne vois pas beaucoup d'exemples dans la littérature en général. Je ne l'ai pas voulu ainsi, c'est ainsi. Il s'agit d'une manière de symphonie littéraire émotive, plutôt que d'un véritable roman. C'est du pain pour un siècle entier de littérature. C'est le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine. Alors que les Goncourt ont l'opportunité de couronner un ouvrage exceptionnel, des manœuvres de dernière heure écartent Céline au profit de Guy Mazeline, auteur de Les Loups. À défaut de Goncourt, le prix Renaudot viendra tout de même saluer la naissance du phénomène. Écrite à la première personne du singulier, cette complainte âpre et aigrelette de la condition humaine déroule, étalée sur 15 ans, les tribulations de Bardamu, carabin, militaire, employé en Afrique, ouvrier chez Ford, puis au terme de pérégrinations calamiteuses, médecin des pauvres dans la plus locteuse des banlieues.
L'histoire rappelle quelque chose. Il faudra du temps pour que l'on comprenne que la magie sulfureuse de ce roman inclassable tient essentiellement à un style incomparable, une expression écrite inconnue à ce jour, inventée par son auteur, ma petite musique, ainsi qu'il la qualifiera plus tard. Car son voyage au bout de la nuit, pour en restituer la vérité absolue, la langue existante ne lui suffisant pas, Louis-Ferdinand Céline inventa la sienne. Quels sont les écrivains que vous sentez les plus proches de vous et ceux qui vous paraissent... Fait gratuite sans gratuite. Et plus de gratuite. À l'heure actuelle, je n'ai que des écrivains gratuites. Qu'est-ce qu'on me montre? C'est des gratuites. Dans les mois qui suivent la publication, la controverse littéraire s'amplifie. De Noël cède les droits de traduction dans une dizaine de pays. Céline répond à toutes les sollicitations et son ouvrage fait l'objet d'innombrables articles dans une presse que sa personnalité intrigue et inspire. Mais dans sa vie privée, rien ne va plus. En juin 1933, Elizabeth Craig profite d'une de ses absences pour retourner aux États-Unis. Il effectue de brefs voyages à l'étranger, assiste à une exécution capitale, répond à une correspondance abondante, polémique avec Mauriac, donne des conférences. Et trouve le temps de concevoir un médicament contre les règles douloureuses. On dirait qu'il se disperse pour mieux fuir cette notoriété soudaine. On lui demande de participer au congrès des écrivains antifascistes. Refus. Il prend cependant la parole à Médan au rituel anniversaire de la mort de Zola. Douche froide pour la gauche. Céline ose renvoyer dos à dos les sociétés bourgeoises et marxistes. Nous voici parvenus au bout de 20 siècles de haute civilisation, et cependant aucun régime ne résisterait à 2 mois de vérité. Je veux dire la société marxiste aussi bien que nos sociétés bourgeoises et fascistes. C'est le début du désamour entre la gauche et Céline. Il s'engage dans l'écriture de Mort à crédit, et comme au temps de la gestation du voyage, il est de nouveau possédé par la frénésie des départs. Il revit les mêmes transes et les mêmes torpeurs au sortir des nuits d'écriture dans son appartement de la rue Le Pic. Et il fait cette année-là une rencontre capitale. Lucie Almanzor, une autre danseuse, la femme de sa vie et de sa mort. C'est loin, c'est très loin. Je revenais d'Amérique, j'avais quitté l'Opéra Comique, et je m'entraînais chez un grand professeur de l'époque, Madame d'Alexandrie. Et tous les jours, j'allais faire 4 ou 5 heures d'entraînement, de leçons. Et comme il s'intéressait à la danse, il allait chez l'Alexandrie regarder les leçons, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que je l'ai connu, petit à petit. J'étais assez sauvage, donc j'étais assez longue à accepter de lui parler. Puis finalement, ça m'a semblé très naturel. Mais vous avez été séduite par le personnage? Oh, il était extraordinaire. Comment était-il? D'abord, il était très... Il n'était pas présent, il était très lointain. Il avait quelque chose de mystérieux. Enfin... Comment il était doux? Il n'était pas là. C'était un être... C'était à quelle époque? Il était déjà connu comme écrivain. Il venait d'écrire Mort à crédit. Il était très fatigué, très las. À chaque fois qu'il faisait un livre, il était épuisé, n'est-ce pas? Il avait mis, je crois d'ailleurs, 10 ans pour faire Mort à crédit. Ça a été très très long. Et il se sentait fatigué. Alors pour lui, la danse étant une détente, il était attiré par le côté, surtout le côté travail. La danse classique, qui est très dure. Il avait une allure de souplesse, ses gestes étaient gracieux et moi je suis très impressionnée par les mouvements. Et tout était dans l'expression de ses yeux. Il était triste, songeur. Et vous avez vécu avec lui pendant très longtemps? Au moment où j'ai été avec lui, je ne l'ai plus quitté. C'était sans doute en 35, 36. Je n'ai plus quitté jamais. « 1936. Pendant qu'on danse dans les usines, Mort à crédit arrive en librairie.
censuré. En page de garde, cette inscription. À la demande des éditeurs, Louis-Ferdinand Céline a supprimé plusieurs phrases de son livre. Les phrases n'ont pas été remplacées. Elles figurent en blanc dans l'ouvrage. La critique déroutée et réticente. Le livre est éreinté. Les supporters de Céline demeurent silencieux. Certes, son livre arrive au mauvais moment. L'heure est à la politique, non à la littérature. Ensuite, tout est matière à reproche. La forme d'abord. Son écriture déroute. Hachée, haletante, en courte période, alors que la littérature occidentale du moment, voire Proust, s'adonne aux longues phrases. Et révolution, l'introduction quasi systématique des 3 points en fin de phrase qui les laisse comme suspendus à tous les imaginaires. Quant au fond, Mort à crédit n'est pour la plupart des critiques qu'un livre impudique, grossier, obscène, décadent. Le contraire même de l'art, accuse Brasillac. Qui piétine trop dans la merde, proteste le délicat Élifort, autrefois proche de Céline. Nizan, lui, constate amèrement que Céline ne dénonce plus aujourd'hui que les pauvres et les vaincus. Seuls Gide, Berle, Arlan et Fernandez témoignent en faveur de Mort à crédit, dont le premier chapitre prend la suite du voyage, avant d'entraîner le lecteur dans l'enfance et l'adolescence chaotique et tourmentée de Ferdinand, aux prises avec l'apprentissage de l'exploitation, du sexe, de la révolte, de la mort. Toute convention bafouée, liberté d'écriture poussée plus loin que pour son premier roman, Mort à crédit représente la quintessence célinienne. Me voici encore seul. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses. Ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier, à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut, nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et fidèle et gentille amie. Demain, on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille. Tout au bout de la vieillesse. Le demi-succès de Mort à crédit affecte incontestablement Céline qui se rend en URSS. Rien à voir avec le pèlerinage à Moscou auquel se plient complaisamment les intellectuels invités par le gouvernement soviétique. Il y va probablement pour essayer de récupérer les droits d'auteur du voyage, traduits, mal traduits en russe et caviardés sous la responsabilité d'Elsa Triolet. Dès son retour de Leningrad, Céline remet à De Noël un court texte de 27 pages, Mea culpa. À sa lecture style, l'associé de Noël démissionne et cède ses parts dans leur maison d'édition. Mea culpa paraît en librairie avec la première édition de Semmelweis. Son auteur affiche pour la première fois la couleur. Se faire voir aux côtés du peuple par les temps qui courent, c'est prendre une assurance nougat. Pourvu qu'on se sente un peu juif, ça devient une assurance vie. Ce n'est qu'un début. Un an passe et c'est bagatelle pour un massacre. Ce n'est plus cette fois-ci la vingtaine de pages écrites à la va-vite, petite introduction à l'ignominie, mince préface à l'abjection, mais 380 de délire antisémite, une anthologie, un torrent sans précédent dans un genre qui n'a pourtant jamais donné dans la nuance et la délicatesse. 380 pages d'affres anti-juives comme l'édition n'en avait pas connu. À côté de ce bouquin fébrile et débridé, se flatte De Noël, la France juive de Drummond est un verre d'eau de fleurs d'oranger. Exact. Force est de constater que la publication de Bagatelle pour un massacre est un succès. La presse littéraire, libertaire en particulier, de droite comme de gauche, trouve dans ce pamphlet suffisamment de pacifisme pour s'en cacher l'abjection
quand elle n'y adhère pas. Il n'est pas jusqu'au Time qui évoque à son propos l'inspiration pacifiste de l'auteur. Dieu est en réparation. 4 mots en exergue de l'École des cadavres pour ouvrir le nouveau pamphlet antisémite que Céline a rédigé en toute hâte à Saint-Malo. Sitôt écrit, sitôt mis en librairie par de Noël. Il ne faut pas laisser se tarir le filon. Bagatelle est aussitôt traduit en allemand. Un an plus tard, le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Le docteur Détouche reprend un poste au dispensaire de Sartrouville. C'est l'exode. Accompagné de Lucette Almanzor, il prend la route avec des réfugiés et se retrouve à Issoudun. Pétain prend le pouvoir. L'ordre nouveau s'impose. Céline s'attaque à la rédaction d'un autre pamphlet, Les Beaux Draps, publié 3 mois après dans une collection baptisée Les Juifs en France, et qualifié d'intérêt national selon son éditeur. Les Beaux Draps exploitent les mêmes outrances que les précédents pamphlets. Les Juifs, les francs-maçons, les Anglais, les gaullistes, la bourgeoisie, l'Amérique ont voulu la guerre avec l'Allemagne, guerre perdue du fait de l'impéritie de nos généraux et de nos politiques. Cette défaite est exemplaire, méritée, administrée par des adversaires somme toute plutôt généreux. Ils sont bien polis, bien convenables. Ils se tiennent comme des boy scouts, pourtant on ne peut pas les piffer. Pourquoi, je vous le demande? Ils ont humilié personne, ils ont repoussé l'armée française qui ne demandait qu'à foutre le camp. Ah, si c'était une armée juive, alors, comment qu'on l'adulerait? À Paris a été inauguré l'Institut d'études des questions juives. Monsieur Gérard prend la parole. L'Institut d'études des questions juives ne dépend et ne dépendra jamais d'aucun parti politique. En mai 1941, on remarque Céline à l'inauguration de l'Institut d'études des questions juives. Le 20 août suivant, ont lieu les premières rafles anti-juives dans le 11e arrondissement de Paris. À l'exposition antisémite au Palais Berlitz, il proteste de ne pas y voir proposer ses ouvrages. Parce que pour certains, le génie exonère forcément les turpitudes, ou encore parce qu'ils y trouvent leur compte, ils tentent à relativiser, quand ce n'est pas carrément à escamoter, l'adhésion de Céline aux thèses collaborationnistes, racistes, antisémites. Certes, on rêverait pour l'un des plus grands écrivains du siècle d'une traversée différente de cette période sinistre de notre histoire. Hélas, et quelque infinie tristesse on en ressente, rien, jamais, ne pourra effacer que ces années-là, Céline pour le moins galvauda son incomparable et singulier don d'écriture. Demeure une énigme. Comment, pourquoi ce médecin, cet écrivain qui, plus que tout autre, fut à l'écoute de la souffrance des hommes, de leur solitude, de leur peur, et dont le génie les exprima jusqu'à une vérité jamais atteinte, comment, pourquoi s'acharna-t-il sur une communauté mortellement menacée, qui incarnait à ce moment de l'histoire le malheur et l'exclusion, et qui, plus que tout autre, appelait la compassion? Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement dans la mesure supposait les sémites nous pousser dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien, je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites, pas de raison. Mais autant qu'ils étaient, qu'ils constituaient une secte comme les Templiers ou les jansénistes, j'étais aussi formel que Louis XIV. Il avait des raisons aussi pour évoquer les lits de Nantes, n'est-ce pas? Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas? Alors voilà, n'est-ce pas? Je ne suis pas pour Louis XV ou Louis XIV. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas? Et tout simplement me taire, n'est-ce pas? Le vent commence à tourner. L'année 1942 voit les premiers bombardements aériens sur la région parisienne. L'hebdomadaire américain Life publie le 24 août une liste noire de collaborateurs, artistes, écrivains, politiques. Parmi les noms cités, Céline. Et le 15 octobre, c'est la BBC, dans Les Français parlent aux Français, qui dénonce l'auteur du Voyage au bout de la nuit et lui promet des représailles. C'est par un bombardement dont la verve célinienne multiplie l'horreur
que débute Guignol's Band, ouvrage qui renoue avec le roman. Récit à la première personne, traversé de proxénètes, de prostituées, d'usuriers, de galvaudeux comme les appelle Céline, qui divague dans le Londres interlope où il vécut en 1915 après son départ du front. On retrouve dans Guignol's Band l'immense chagrin venu du fond de l'enfance, la jeunesse, blessure inguérissable et ce constat. On est parti dans la vie avec les conseils des parents, ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti, comme on a pu, de ces conflagrations funestes, plutôt de travioles, tout crabe baveux, à reculons, pas de en moins. Depuis plusieurs mois, Céline et Lucette détiennent de faux papiers d'identité au cas où. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. On y est. 2 jours après le débarquement, ils obtiennent un passeport pour se rendre en Allemagne. Les jours suivants, ils vident leur compte en banque et, avec leur chat Bébert dans une musette, empruntent un train pour Baden-Baden, puis Berlin, avant de se retrouver à Sigmaringen où s'est réfugié, avec le gouvernement de Vichy, la fine fleur de la collaboration qui a fui devant l'arrivée des libérateurs. C'est le temps de l'épuration. Brasillac est fusillé. De Noël est assassiné par des inconnus en plein Paris. Le Comité national des écrivains issus de la résistance appelle le gouvernement provisoire à châtier les écrivains complices de l'occupant. Parmi les 12 premiers noms retenus, Céline. À Sigmaringen, Céline n'a plus qu'une obsession, fuir les troupes alliées qui se rapprochent, se réfugier en pays neutre, au Danemark de préférence, où l'attend un magot confié à une danseuse. Leur visa obtenu, Céline, Lucette et Bébert le chat traversent une Allemagne d'apocalypse pour arriver à Copenhague 3 jours après qu'un juge d'instruction ait lancé de Paris un mandat d'arrêt contre lui. Bonne nouvelle, il retrouve son magot que la danseuse a enterré dans son jardin. Sous la pression de la justice française, Céline est incarcérée 18 mois avant d'être autorisée à habiter Copenhague, où il demeure 1 an, puis contraint à résider au bord de la Baltique. Au total, il passe 6 années au Danemark, dont le gouvernement refusera plusieurs demandes d'extradition, craignant que Céline soit exécuté s'il était répondu favorablement aux autorités françaises. Toute cette période danoise, Céline écrit plusieurs milliers de lettres à ses avocats, à ses admirateurs, à ses détracteurs, jusqu'au ministre de la Justice. Sans désemparer, il argumente, plaide, vitupère, dénigre, geint, sans jamais une seule fois remettre en cause ses choix passés. Victime il est, victime il doit être reconnu. C'est là qu'il endosse la défroque du persécuté, dont il ne se dépouillera jamais plus. Près de lui, attentionnée, protectrice, Lucette, sans laquelle on n'imagine pas Céline surmontant l'épreuve. Et il n'y a pas que cette correspondance pour occuper l'exilé. Il reprend Guignol's Band 2, entrepris 2 ans auparavant, et poursuit la rédaction de Féerie pour une autre fois, commencée en prison. Les cahiers de la Pléiade publient Casse-Pipe, extrait d'un roman inachevé dont l'inspiration et la chronologie s'apparentent au voyage, et narre sa période militaire après son engagement en 1912. Céline aspire à rentrer en France, mais la Cour de justice ouvre contre lui une procédure de contumace et le condamne à 1 an de prison, 50 000 francs d'amende. La moitié de ses biens sont confisqués et il est frappé d'indignité nationale. Une nouvelle fois, il se retrouve au centre d'une polémique. Pour certains, la Cour de justice a été trop bienveillante, pour d'autres, il est injustement accablé. 12 mois plus tard, son avocat, qui a fait opposition à la condamnation, obtient l'amnistie de son client. Et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisée en histoire. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute.
Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé, et pas moi que j'ai raison. Le 1er juillet 1951, Céline et Lucette, toujours avec Bébert le chat, quittent Copenhague pour la France et s'installent à Meudon, 25 terres route des Gardes, pour un dernier exil. Le docteur Détouche demande à être rétabli au tableau de l'ordre des médecins, tandis que Lucette Almanzor crée un cours de danse classique et de caractère. 20 ans après le loupé de la NRF, à l'initiative d'André Malraux, Céline signe avec Gallimard qui remet tous ses anciens ouvrages dans le public, à l'exception des pamphlets dont Céline interdit la réédition. L'homme est physiquement cassé, mais sa verve demeure intacte. Témoin, entretien avec le professeur Y, une étourdissante interview imaginaire dans laquelle il s'explique sur son style. Une toute petite invention, comme le bouton de colle à bascule, le pignon double pour vélo. Accablé, usé, podagre, comme il se qualifie lui-même, mais rivé à sa table de travail, reprenant inlassablement ses textes, rédigeant 10, 20 fois des pages rassemblées avec des pinces à linge, chroniqueur du crépuscule, il écrit « Féerie pour une autre fois », d'un château l'autre, Nord et Rigaudon, comme autant de dernières nouvelles de l'Apocalypse. C'est votre bureau? Ça, c'est mon établi, oui. C'est là que je ramasse des feuilles les unes après les autres et puis que j'en mets beaucoup sous la table parce que beaucoup sont ratés. Pourquoi dites-vous un établi? Vous vous considérez comme un artisan? Ah oui, vraiment, oui, tout à fait. On défile désormais chez l'ermite de Meudon. Écrivains, cinéastes, comédiens, journalistes viennent recueillir la parole sarcastique du maudit, admiré autant que vilipendé. Il n'est pas dit qu'il ne tire pas une certaine délectation de cette malédiction. S'il ne manque aucune occasion d'en déplorer les conséquences, il ne manifeste également aucune contrition de ses prises de position avant et pendant la guerre et n'a pas d'état d'âme pour les justifier. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire m'a donné raison, mais pas les hommes. Bon, ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Si ce n'est toujours pas le temps de la contrition, c'est celui des bilans. Quelle a été votre plus grande joie dans la vie, justement? Ben, mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça. Ça faut appris que... non, j'avoue que je serais content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, j'ai pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur. C'est la fin du voyage. De la colline de Meudon par-dessus les fumées de l'île Seguin, Céline peut voir la Seine se boucler du côté de Courbevoie, du côté de son enfance. Explorer cet homme, cet écrivain unique, c'est avoir rendez-vous avec l'admiration et le chagrin. Sans doute a-t-il aimé les hommes, sans doute les a-t-il détestés, mais d'une si terrible façon qu'elle le conduisit en enfer. Dans la pièce au-dessus de sa chambre, Lucette fait danser ses élèves sur le pizzicato de Sylvia. Mais à 6 heures du soir de ce 1er juillet écrasant de chaleur, Céline a décidé que cela suffisait. Pas de médecin, pas de piqûre, pas d'hôpital, dit-il à la douce Lucette, qu'elle laisse son malaise l'emporter. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont. Encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qu'il emmenait. La Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sainte carte, au feu n'importe, au malfrat et crasse que le vent emporte, tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini.